Bonsoir à tous. Ce soir, dans Ligne de mire, un homme dont le parcours traverse les continents, mais dont ses racines, elles, n'ont jamais bougé. Né à Ibunji, un village discret du Gabon, il a porté la voix de son pays jusqu'à Brasilia, Séoul, Riyad et le Caire. Diplomate, professeur pendant plus de 30 ans, il a formé des générations entières sans jamais cesser d'écrire. Poète, romancier, conteur et surtout pionnier. Premier docteur en littérature générale et comparée du Gabon, il a ouvert une voie là où il n'y en avait pas encore. Mais derrière les titres, il y a une trajectoire. Derrière les fonctions, une voie. Et derrière le mot, une vie. Pendant quelques minutes sur Gabon Media Time, il va nous la raconter. Et notre invité ce soir est Joseph Bill Mabungu, je l'ai dit, écrivain, diplomate et pionnier. Monsieur Mabungu, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, monsieur. Et comme je l'ai dit, vous êtes né à Ibunji et vous avez bien évidemment représenté le Gabon un peu partout. J'ai envie de vous demander, Ibunji, c'est un nom qui ne dit pas grand-chose à beaucoup de Gabonais. Racontez-nous ce village, ce que vous en avez gardé et ce qu'il vous a donné que Paris, Séoul, ces grandes villes que vous avez fréquentées n'auraient pas pu vous donner. Je vous remercie d'abord de votre invitation. C'est un plaisir de m'entretenir avec vous. Ibunji n'est pas un village, c'est un chef, enfin c'est un département d'Ibunji, qui regroupe plusieurs villages, Ndingi, Mopopa, Mayenge, etc. Et c'est une petite ville maintenant, avec une mairie, avec une préfecture, un poste de gendarmerie, etc. Tous les services de l'État, depuis longtemps. Bon, créé dans les années 70 par le défunt Paul Mukambi, ancien ministre des Finances. C'est un endroit intéressant parce que le mont, c'est le lieu du mont le plus sacré de Massango, de Mitsogo, de Pové. C'est la Mecque de la spiritualité de Massango et de Mitsogo. Et dites-nous, qu'est-ce que Ibunji, ou notamment votre village, vous a donné que toutes les grandes villes aujourd'hui n'auraient pas pu vous donner? Bon, vous avez cité Paris, les autres villes. Paris, j'étais étudiant à Paris, à Toulouse, mais surtout les autres villes où j'ai servi comme diplomate, Brasilia, Séoul, Riyad, le Caire. Ce sont des métropoles, des très grandes, très peuplées, par rapport à Ibunji, qui est un petit bourg. Mais où il y a cette nature, il y a moins de pollution, où il y a cette humanité encore, où résonnent encore les traditions de chez nous, les danses chaque soir. Donc pour moi c'est très important, c'est l'origine. C'est à partir de ces éléments-là que j'ai pu décoller, que j'ai pu m'épanouir ailleurs. Parce que sans culture, sans base, vous ne pouvez pas rencontrer les autres. Pour créer qu'on appelle les échanges ou l'altérité, il faut d'abord être soi-même bien enraciné. J'ai rappelé plusieurs casquettes que vous avez eues à travers le temps, d'où celle littéraire, l'étincelle littéraire. On voudrait savoir quand est-ce qu'on devient écrivain? Bon, d'abord, il faut vous dire que je suis né dans un lieu, un petit village après Ibunji, dans la vallée, un lieu où il y avait beaucoup de conteurs, surtout de conteuses. Ma grand-mère était une grande conteuse, et c'est d'ailleurs un genre qui était l'apanage des femmes dans nos villages. Et ces contes étaient longs, ce n'est pas des petits contes d'une heure ou de 2 heures. Ces contes commençaient parfois vers 19h, 20h, et se terminaient vers 4h du matin. Donc il fallait avoir une mémoire remarquable, parce que ce conte incluait aussi des chants, ça réveillait les gens, ça faisait participer, comme du théâtre, faisait participer toute l'audience. Donc c'est à partir de ces éléments-là, culturels, des contes, des proverbes,
que j'ai écouté auprès des sages, que j'ai pu avoir un peu cette envie d'échanger et surtout de partager ma culture. Mais il y a eu aussi, évidemment, pour être écrivain, il faut d'abord lire. Il y a des techniques. J'ai lu beaucoup. Je suis un littéraire, je ne fais que la littérature. J'ai lu les romantiques, j'étais influencé par, par Victor Hugo, par Lamartine, de Vigny et d'autres symbolistes comme Baudelaire. Mais j'ai eu beaucoup d'influences extérieures. Et tout en gardant mon influence du village où je me ressourçais chaque fois. Et mon père était un grand ganga. Donc, vous voyez, ce sont eux qui m'ont inculqué l'amour de la parole et de l'échange. Et donc, vous avez fait le choix de la littérature. En 1983, vous devenez le tout premier docteur en littérature générale et comparée du Gabon. Premier, ça voulait dire quoi concrètement d'être le premier dans un pays où ce chemin n'existait pas encore? Bon, en réalité, cette discipline existait déjà à l'Université nationale du Gabon, devenue en 1978 l'Université Omar Bongo, où j'étais étudiant. Et je suis allé à Toulouse apprendre simplement la discipline de littérature générale et comparée pour y préparer une maîtrise. Et ensuite, je suis monté sur recommandation de mon professeur à Paris, Paris 10 Nanterre, où se trouve le fichier central de toutes les thèses de France. Je me suis inscrit dans cette université, toujours dans la même discipline, la littérature générale et comparée. Donc, elle existait déjà à l'université Omar Bongo, sauf que ce qui m'a motivé à faire cette discipline, qui est très difficile, c'est le fait que le professeur de français ne me donnait jamais de bonnes moyennes, de bonnes notes en littérature générale et comparée. J'ai voulu comprendre pourquoi. Et dès que j'ai obtenu le doctorat, dès que j'étais déjà en doctorat, l'université Omar Bongo avait déjà informé le même français que votre étudiant doit vous remplacer pour nationaliser le poste. Et dès que je suis arrivé, il est rentré et moi j'ai occupé sa place, sorte de chaire. J'étais le premier docteur gabonais, mais cette discipline était déjà enseignée par des Français. D'accord. Merci pour cette précision, hein, c'est très important. Et puis, vous avez une vie en mouvement après ça. Donc, l'écrivain devient ambassadeur. Vous avez été ambassadeur sur 4 continents différents, donc on va le dire, hein, au Brésil, en Corée du Sud, en Arabie Saoudite, en Égypte. Et on voudrait savoir comment on garde sa plume quand on est en mission diplomatique. Est-ce que ces pays ont changé votre façon d'écrire? Bon, j'étais déjà au départ poète, un poète connu. J'avais déjà publié des poèmes au lycée, j'avais déjà publié des articles scientifiques sur la poésie. À notre librairie, pour l'université, comme l'université Omar Bongo, j'enseignais, parce que j'étais enseignant. Mais surtout, dans des revues d'éducation nationale, j'avais des poèmes. Et dans les anthologies de la littérature gabonaise, ils ont pris quelques poèmes, des poèmes de Logouvain que j'ai publié en 1986 pour le centenaire de Lassouville. C'est un ouvrage collectif de tous les poètes de Lolo. Et donc, ils ont pris certains de mes poèmes pour faire des anthologies, enfin, publier dans l'anthologie nationale. Donc, j'étais déjà connu avant d'aller en diplomatie. Et en allant en diplomatie, pour faire bref, j'ai continué à écrire. J'ai publié à l'Académie brésilienne des lettres des poèmes. Et ensuite, j'ai rencontré beaucoup d'écrivains brésiliens, à la fois blancs et noirs, afro-brésiliens, de la fondation Palmares. J'ai fait beaucoup de conférences dans les universités. Et bon, quand on est diplomate, on fait très attention. On n'écrit pas n'importe quoi, on ne dit pas n'importe quoi. Donc le diplomate a cette faculté de dire le dit et le non-dit, le silence et la parole. Donc on sait comment jongler, comment ne pas froisser, mais on doit parler. Le diplomate n'est pas un sourd-muet ou bien muet, il doit parler, mais de manière polie, courtoise, et parfois imagée,
pour ne pas froisser à la fois son pays et les autres personnes. Donc c'est exactement comme la littérature. La littérature suggère et le lecteur peut continuer à avoir des lectures, une critique ou des lectures plurielles selon son point de vue. L'écrivain est comme un diplomate. D'ailleurs, c'est dans la tradition diplomatique mondiale, certains grands ambassadeurs européens, français principalement, étaient des écrivains. Je vous cite Chateaubriand. Vous allez peut-être chercher dans vos archives. Chateaubriand. Vous avez Paul Valéry, surtout Paul Claudel. Vous avez Giraudoux, Saint-Jean Perse, dit Alexis Léger, et bien d'autres. C'était des diplomates, des écrivains et ambassadeurs. Et votre parcours de diplomate vous conduit en Corée. Et la Corée du Sud semble avoir été une terre fertile pour vous. Là-bas, vous glanez 2 prix littéraires à Séoul, des contes publiés à l'université Hankook. Qu'est-ce que ce pays a vu en vous que d'autres n'avaient pas vu? Je peux dire que la Corée du Sud a été pour moi vraiment le pays où je me suis le mieux épanoui. J'avais déjà une certaine maturité, j'avais presque 45 ans. Et j'ai découvert un pays très ouvert, peut-être parce que sur le sol, il y avait déjà une communauté noire américaine. Ils étaient aussi sous influence américaine avec des films d'acteurs noirs. On m'a même confondu un jour avec un acteur noir. Toute une journée, des parlementaires m'ont invité, pensant que j'étais acteur. Et j'ai joué, évidemment, l'acteur, le jeu. Ensuite, les universités coréennes sont très ouvertes au monde. Il y a même un réseau francophone en Corée, où il y a beaucoup de Coréens qui parlent français, qui voyagent en France. Bref, ils sont très ouverts et ils acceptent facilement que les étrangers fassent leurs conférences. J'ai fait beaucoup de conférences. J'étais invité pratiquement permanent de ces universités une fois par semaine. Ça me prenait beaucoup de temps. Mais quand on est dans un pays comme la Corée où il y a très peu de délégations gabonaises qui arrivent, ça occupe un peu le temps à échanger sur votre culture et à recevoir aussi la leur. J'avais un ami coréen âgé de pratiquement 70 ans, quand j'en avais 45-50, qui m'adorait et on échangeait en anglais de la poésie. C'était un grand poète, le plus grand poète coréen. J'ai oublié même son nom, un excellent poète. Bien sûr, j'ai publié le poème et un grand conte, Balilingombe, ou Les pleurs de la cithare. Oui. Un conte vraiment long, presque comme un roman, de plus de 25-30 pages. Et j'ai eu le bonheur aussi de voir naître mes 2 garçons, Jean-Joseph Livin, que vous devez peut-être connaître, plus Arnaud Bin Mambungu, qui est aujourd'hui en Master 2 au Sénégal. Arnaud Bin Mambungu Junior. Mambungu. Non, le junior. Oui, junior, c'est une autre histoire. C'est Bill. C'est Bill. Voilà. Et puis, bon, j'ai été vraiment très, très ravi là-bas de rencontrer, d'avoir un épanouissement culturel intense. Monsieur Bill Mambungu, alors, qu'est-ce que ce monde vous a appris? Parce qu'après le Brésil, la Corée, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, après ça, quel regard portez-vous sur le Gabon et qu'est-ce que partir vous a appris sur votre propre pays? Bon, on dit souvent que partir, c'est mourir un peu. Et c'est ce qui malheureusement m'est arrivé. Ma longévité m'a desservi, parce que j'ai fait 22 ans non-stop comme ambassadeur dans 4 pays, le Brésil, la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Bon, je couvrais aussi d'autres juridictions. J'étais aussi ambassadeur permanent à l'organisation de la conférence islamique. Mais le regard qu'on porte sur le pays, quand on est vraiment éloigné, c'est d'abord la nostalgie et ensuite un peu de frustration parce que vous êtes oublié. Oui. Hein, les autres évoluent, vous entendez que maintenant tel poste, vous êtes toujours au même endroit. Bon, on vous oublie un peu.
On oublie les visages, on oublie les amis, on oublie pratiquement même les repères quand on arrive en congé tous les 3 ans. Donc le pays était en nous, puisqu'on avait des prospectus, on avait tout ce qu'il fallait, on représentait le pays. Mais le regard était devenu de plus en plus distant, détaché, pas critique, mais on voyait quand même l'évolution du pays où parfois le sous-développement permanent, persistant du pays, malgré les efforts de négociation. Et on était parfois un peu déçus de voir que certains dossiers n'aboutissaient pas, qu'on s'intéressait plus à des pôles diplomatiques plus proches du Gabon que nous qui étions en périphérie, très éloignés. Donc c'est mon sentiment. On aimait notre pays, c'est comme si vous étiez à la Lune, là-bas, on voyait vraiment le pays de très loin. Voilà, c'est mon sentiment personnel. Revenons à votre œuvre littéraire et le message qu'on peut en tirer. Votre roman, vous avez écrit Le destin d'un guerrier, publié à Paris en 2002. Qu'est-ce que ce guerrier-là a de commun avec vous, Joseph Billy Mobungu? Bon, Le destin d'un guerrier, c'est un roman que j'ai commencé à écrire avant même d'aller en diplomatie, mais il n'était pas terminé. Mais surtout, la force numérique était exigée maintenant dans certaines maisons d'édition. Donc ça a pris du temps pour le publier et certaines maisons françaises refusaient la forme papier. Et un de mes petits frères a pu saisir ça dans sa forme numérique et une maison d'édition, les éditions des écrivains à Paris, a accepté de me le publier en 2002. D'ailleurs, pour la petite histoire, en 2002, j'étais ambassadeur en Arabie Saoudite. Et j'étais l'écrivain d'honneur des Journées de la francophonie en 2002, pendant lesquelles j'ai dédicacé mon livre, les exemplaires de mon livre. Et j'ai écrit aussi, enfin j'ai prononcé le discours inaugural des Journées de la francophonie à l'ambassade de France. Donc pour moi, c'est un roman qui retrace non seulement un guerrier de chez moi qui a résisté contre la colonisation française, mais c'est aussi un parent. C'est un arrière-oncle de mon village, qui est très connu à la fois à Ebonji, à Minongo et tout. Lundumbari. Lundumbari, oui. Lundumbari. Bien prononcé, Lundumbari. Non, Lundumbari, c'est son mentor. Lui-même, c'est Yimbi Yipar. Yimbi Yipar, c'est-à-dire Yimbi, fils de Para. Sa maman s'appelait Para. Et comme c'était une société matrilinéaire, la nôtre matrilinéaire, il portait à la fin le nom de sa mère, Para, Yimbi Yipar. Lundumbari, c'est celui qui l'a initié, qui l'a transmis certains pouvoirs et tout. Mais pourquoi vouloir, à ce moment-là, mettre en avant le destin de ce guerrier et mettre en évidence les rites? Bon, c'est un choix. En fait, le roman classique décrit seulement le héros, ses actions, et jusqu'à peut-être sa disparition. Mais moi, j'ai pris ça comme prétexte pour aussi décrire nos traditions guerrières, nos croyances, nos origines, pour donner un caractère un peu dense et universel de l'œuvre. Parce que ça réunit aussi les croyances gabonaises, les divinités gabonaises. Donc, c'est pourquoi ça m'a pris plus de temps, ça a pris 10 ans pour le terminer. Tandis que l'autre, peut-être que vous allez évoquer, m'a pris un peu 2 mois. Mais en tout cas, c'est un roman, c'est un choix. Ce n'est pas un roman historique avec des dates précises, mais il y a toutes les batailles qui sont relatées sont réelles. Les archéologues peuvent aller fouiller, il y a des tombes encore de fosses communes, et des gens qui vivent encore, qui peuvent encore leur apporter des éléments, disons, qui peuvent confirmer ce que j'ai dit dans le roman. On va parler d'une scène dans le... Je ne vais pas parler de scène, mais d'un rite dans le livre. Vous parlez, on en parlait tout à l'heure, Lundumbari, le mentor, qui décède. Et puis, il y a un rite où tout le monde doit pleurer Lundumbari
en silence. Ce silence, pourquoi est-il important lorsqu'on perd un sage comme Lundobari? Bon, c'est pas vraiment, je sais pas si c'est un silence, mais les gens sont quand même en deuil. Par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, où la mort est devenue une fête, oui. Dans le village, c'est toujours une perte vraiment énorme, surtout quand on perd un sage ou un bébé en devenir, on ne sait pas ce qu'il allait apporter au village. Le sage a déjà montré comment il a apporté au village et il part avec des connaissances très très multiples. C'est une bibliothèque qui s'en va. Donc le silence, c'est une sorte de déférence. On respecte. Et je pense que... mais il n'y a pas que le silence en tant que tel. Il y a une scène dedans où on met quand même le futur guerrier sur lui pour qu'il reçoive son dernier souffle, oui. Et sa puissance. Parce que on croit quand même que le mort, et ça se confirme d'ailleurs dans certains hôpitaux, la mort chez nous peut être définitive ou c'est un coma. Donc c'est pourquoi on n'enterre pas le mort chez nous le même jour. On dort d'abord avec lui, on chante, on essaie de faire des traditions. Peut-être qu'il peut se réveiller. Et puis voilà, il y a toujours cet espoir qu'il ressuscite des morts ou qu'il ressuscite de son coma. Dans ce livre où il y a plein de rites qui sont mis en évidence, quel est celui qu'on pourrait le plus retenir et qui fait écho aujourd'hui dans la société actuelle? Je pense que c'est plus le rite La Panthère qui est là-bas, parce qu'ils ont repris même au niveau gouvernemental récemment, il y a au temps de l'ancien président, le rite La Panthère, et c'est un rite qui a été adopté curieusement par les autorités, la panthère noire. Oui. Nous, on avait déjà cette danse, la danse La Panthère, Nzero. C'est la danse suprême, la dernière danse pour tous les initiés chez nous. Et ce n'est pas tout le monde qui accède. Il faut être coopté. Et il y en a qui meurent seulement avec deux rites, le Mwiri et le Witi. Mais la troisième et dernière, c'est le Nzero ou la Panthère. C'est la plus haute. Et là-dedans, on vous donne les origines des clans, des alliances, les origines du monde, etc. etc. La parenté. Je rappelle le titre de votre ouvrage, votre roman, Le destin d'un guerrier. Donc, c'est un livre, chers téléspectateurs, que vous pouvez encore chercher. Il est disponible et il est édité aux éditions des écrivains. C'est bien ça, monsieur Mabou? Oui, oui. J'ai envie de le rééditer parce que c'est épuisé. D'accord. et ensuite, vous écrivez Watt ou Une vie de camp de boy. Et puis, ce roman a reçu un prix d'encouragement. C'est un titre fort, Une vie de camp de boy, sans tout dévoiler. Hein. Qu'est-ce que ce livre dit sur le Gabon que d'autres, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas osé dire? C'est Waté. Waté. Voilà, Waté, Une vie au camp de boy. Waté, c'est le petit nom d'un de mes grands-pères, Maronji Jérôme. Waté dérive d'un nom peut-être anglais ou hollandais, water, c'est-à-dire serviteur en anglais, ou water, l'eau. Comme il était boy, il était cuisinier, et que son chef buvait tout le temps, donc il lui demandait souvent de l'eau le matin. Et au lieu d'appeler par Jérôme, il appelait waiter, donc il venait avec de l'eau, et ce petit nom est resté. Donc ce roman a été écrit en 2 mois seulement, parce qu'il fallait participer à un concours. Et c'est à l'occasion, en 2011, je crois, à l'occasion 2010-2011, à l'occasion du cinquantenaire des indépendances du Gabon. Donc j'ai eu
d'encouragement, et le professeur Ratanga Toz a eu le premier prix. Ça, c'était le deuxième prix. Et donc, il décrit un peu ce personnage simple, cuisinier, qui devient le héros par rapport aux figures emblématiques comme Léomba, les autres. Je n'ai pas choisi les grandes figures, mais ces plantons, ces cuisiniers qui ont fait le Gabon pendant l'époque, vraiment la préparation à ses indépendances, ou à son indépendance. Donc là-dedans, on voit de l'intérieur à la fois la façon dont les Gabonais se préparent et la façon dont ils voyagent de Libreville à l'intérieur du pays, et comment ils sont brûlés par des miliciens gabonais, comment ils sont maltraités, etc., ou bien comment ils sont adulés quand ils arrivent chez eux, etc. Donc ce qui ne transparaît pas dans le premier roman. Le premier roman, c'est un roman historique qui parle vraiment essentiellement que de guerre et de la période pratiquement avant les indépendances. Et là, c'est carrément pendant les indépendances, comment ça va arriver, et surtout la joie des gens, des petites gens, quand on va déclarer les indépendances. Dans Waté, une vie de Kantboy, vous dites « La culture de l'universel n'existe pas. Seule notre propre culture donne du sens à celle qui nous est imposée. » Alors, dans votre vision, la culture imposée peut-elle réellement être assimilée sans être transformée, ou est-elle toujours réappropriée par ceux qui la reçoivent? J'essaie de faire une petite boutade, une petite moquerie à la culture universelle de Senghor, parce que je l'ai étudié et enseigné à l'université, culture universelle. Bon, c'est théorique, hein. En fait, si vous n'avez pas votre propre culture, vous ne pouvez ni comprendre celle de l'autre, ni transmettre quoi que ce soit. Donc, ce qui est universel, peut-être, sont les valeurs comme le bien, la justice, bien même le mal, mais chacun a sa façon de percevoir ces notions et de les transmettre. Donc, il faut partir de sa culture pour recevoir celle de l'autre, et parfois même pour mieux comprendre celle de l'autre. Voilà. Votre phrase semble remettre en cause l'idée d'une culture universelle. Dans un monde globalisé, est-ce que ce sont encore les cultures qui résistent, ou les individus qui réinterprètent en permanence? Mais il faut absolument qu'elles résistent, nos cultures. Si elles résistent, on est mort. Ce sont nos cultures qui nous maintiennent en vie. Sans cela, on serait dans une sorte d'uniformisation tout à fait difficile. Parce que nous sommes ni blancs ni noirs, nous sommes d'abord des Africains. Il faut qu'on montre aux autres, par nos traditions, que nous avons inventé aussi des choses, que nous pouvons aussi attirer. C'est pourquoi le cinéma, la littérature doivent revaloriser les cultures que nous avons inventées nous-mêmes, avant même l'arrivée des Blancs. Et qui fascinent jusqu'à aujourd'hui, même les missionnaires, ou les Européens qui viennent se faire initier. Vous voyez souvent comment les gens viennent. Ce n'est pas par curiosité, c'est parce que c'est une alternative différente, de croyances différentes. On sait que vous travaillez en ce moment sur un nouveau livre, sans trop en dévoiler, encore une fois. De quoi votre prochain texte a-t-il besoin d'être dit, et pourquoi maintenant? Bon, avant de vous parler de ça, déjà, j'écris toujours. J'ai écrit dans l'Union des articles pour dénoncer les crimes rituels, plusieurs fois, au moins 2 fois. Ça a été publié. Ensuite, j'ai gagné en 2021 le premier prix du concours Bissigami de lettres, premier prix sur la catégorie conte, premier prix, sur un conte court de 4 pages, intitulé « La mystérieuse disparition des animaux ». C'était sur la valorisation de nos forêts, de notre nature, notre faune et notre flore. Ensuite, en 2023, en mars 2023, au cours des journées de la francophonie, à Kinshasa,
à travers l'Union des écrivains gabonais à laquelle j'appartiens, j'ai envoyé un poème qui s'appelle « Écrire en résistance ». Je ne pouvais pas le publier ici, à cause de la censure et de l'époque. Eh bien, j'ai gagné le prix spécial, figurez-vous, en 2023 à Kinshasa, en RDC. Et donc, pendant ce temps-là, j'étais déjà sur un roman. J'écris un roman depuis pratiquement 2012. Ça s'appelle « Le tabou sexuel ». C'est sur la sexualité chez nous, au Gabon. Je suis déjà peut-être à la moitié du livre, au moins 6 chapitres. Je n'ose pas trop avancer parce que j'entre dans une phase vraiment où la censure risque de me tomber dessus. Et quand je pense que ça risque d'être cru, j'ai même peur de le terminer. Mais entre-temps, comme j'écris beaucoup, j'ai terminé mon mémoire de diplomatie. C'est le livre qui est déjà terminé et qui est en saisie, qui va être publié peut-être en 2027. Mais le tabou sexuel est encore en projet, en train d'être rédigé, en m'auto-censurant, à cause vraiment du sujet qui est très sensible. Et les féministes risquent de me tomber dessus. On espère que vous irez jusqu'au bout. J'espère. Il y a quelque part au Gabon un jeune de 20 ans, peut-être né dans un village ou dans un département comme Ibundji, qui a envie d'écrire, mais qui ne sait pas si c'est possible. Qu'est-ce que vous lui dites ce soir? Bon, qu'il faut d'abord oser. L'écriture, c'est pas moi qui peux imposer à quelqu'un. Mais il faut oser. Il y a des ateliers d'écriture. S'inscrire dans ces ateliers pour apprendre la méthodologie, comment écrire, comment mettre du suspense, comment surtout à Ibundji, par exemple, il y a déjà des écrivains. Il y a des écrivains à Ibundji je cite Mukambi Samouraï. L'autre marque Jérémy Mukambi qui a écrit Les Désespérés du bord de mer, qui est un roman qui cartonne en ce moment, qui apparaît en 2024. Il y a beaucoup de jeunes qui ne m'ont pas attendu, qui se sont lancés, parce que écrire n'est pas facile. Hein. C'est d'abord l'auteur lui-même qui doit... la veine doit venir de l'auteur. Et puis aussi les moyens, il faut disposer de moyens pour publier, et ensuite la promotion. Mais là, c'est la maison d'édition qui vous fait la promotion. Mais il faut d'abord disposer de moyens pour publier. Et qu'est-ce que vous voulez que les Gabonais retiennent de Joseph Bill Mabungu, l'ambassadeur, le professeur ou l'écrivain? Bon, moi je ne sais pas. Partout où je passe, on m'appelle tantôt professeur, comme ce matin. On m'a reconnu, un étudiant que j'ai enseigné dès mes premiers enseignements en 83-84, qui m'a reconnu, colonel de police retraité, où j'étais là, je l'ai croisé. Et ensuite, bon, professeur, vraiment, je préfère qu'on m'appelle professeur parce que c'est mon métier d'abord. Les autres métiers se sont greffés après, c'est-à-dire diplomate, oui, écrivain, c'est venu après. Même si j'ai commencé très tôt à écrire, je n'allais peut-être pas m'épanouir s'il n'était pas passé par l'université. Donc je suis d'abord professeur Mambungu, Joseph Bill Mambungu. Moi aussi je vais vous retenir, je vais retenir l'image de vous, l'image du professeur Joseph Bill Mambungu. Alors ma dernière question, professeur, si vous deviez résumer votre vie en une phrase, pas un CV, pas une biographie, une phrase que vous diriez à votre petit enfant un soir à Ibundji, ce serait quoi? Ben, je dirais, sois toi-même, sois humble, écoute les autres, apprends des autres et transmets. C'est tout ce que je peux vous dire. Merci beaucoup. Et puis, il y a les vies qu'on résume en fonction et celles qu'on retient en trace. Joseph Bill Mambungu a été diplomate, professeur, conseiller. Mais ce soir, ce qui reste, ce sont des mots qui traversent le temps, qui relient Ibundji au reste du monde et qui ouvrent des chemins à ceux qui doutent encore. Parce qu'au fond, son parcours dit quelque chose de simple et d'exigeant à la fois.
on peut partir loin, très loin, sans jamais trahir ceux qui nous fondent. C'est bien ça, monsieur? Oui, tout à fait. Merci à vous pour ce moment de vérité, de transmission et de mémoire. C'était Ligne de mire sur GMT. À très bientôt. Merci beaucoup.